Je pense qu'il faut casser ce fantasme d'une industrie secrète, cachée, euh, et vraiment parler aux gens, rencontrer les chefs d'entreprise, rencontrer les opérationnels. Alors c'est pareil, hein, le métier de militaire, c'est un métier absolument hors norme. Les gens qui font ce métier-là, c'est vraiment... enfin, donc rencontrer les opérationnels, alors eux font des planifications. Donc nous, on en parle à Bercy en disant le conflit d'authenticité peut arriver. Eux le planifient, donc ça devient quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus concret. Quand on fait des annonces de déploiement de troupes, bah, il y a des gens dans leur famille, c'est extrêmement réel. Et donc, je pense qu'il est grand temps pour nous tous de leur donner le soutien qu'ils plus que méritent. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Pierre-Élie Frossard, cofondateur de Souftech Invest, la première plateforme de financement participative dédiée à l'industrie de défense. Avec lui, nous allons parler de financement des entreprises en lien avec la défense, et comme nous l'avions fait dans l'épisode 197 avec un expert de la bourse, nous parlerons des opportunités d'investissement qui s'offrent à nous dans ce domaine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast afin de soutenir notre travail, et nous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Pierre-Élie, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Fred. Donc, je suis Pierre-Élie Frossard. Merci beaucoup de m'inviter. Et donc, je suis le créateur de la plateforme Souftech Invest. C'est pour ça que tu m'invites aujourd'hui et très heureux de pouvoir en parler. Donc, en fait, j'ai l'habitude de dire, moi, je suis un pur produit de l'industrie de défense. Je suis un ancien commercial et financier de chez MBDA, que j'ai quitté il y a maintenant 3 ans, après beaucoup d'expérience au niveau, surtout à l'exportation, avec beaucoup de financement. Et puis depuis, j'ai créé un cabinet de conseil en financement qui se dédie à l'industrie de défense et de sécurité, plutôt des entreprises start-up et PME. Et puis, depuis maintenant presque un an, à la création de cette plateforme de financement participatif. Super, on va parler en détail de cette plateforme. Juste avant, il est important de noter qu'au moment où on enregistre cet échange, on est le 21 mars. Ça sortira pas le 21 mars, mais c'est important que les auditeurs sachent à peu près dans quel contexte on est, parce que ça a tendance à évoluer assez rapidement ces temps-ci, puisqu'on parle de plus en plus d'économie de guerre, presque pour de vrai, on va dire, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on entend parler, mais là, ça se précise un petit peu. Déjà, est-ce que tu peux nous dresser un peu le contexte actuel, dans quel état d'esprit on est dans la BITD, dans l'industrie défense, en France? Alors, c'est vrai que le moment en ce moment est très intéressant. Ce qui se passe, c'est que l'économie de guerre, donc c'est une annonce qui a été faite par Emmanuel Macron en février 2022, à la suite du déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et en fait, quand les Français se sont rendus compte que pour aider l'Ukraine, une façon, c'était de donner du matériel, et que finalement, pour donner du matériel, un, il fallait en avoir, et deux, il fallait en produire beaucoup et rapidement. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette réflexion en France qui a commencé en disant, c'est un secteur qu'il faut financer et sur lequel il faut attirer du financement privé. Donc, cette réflexion, il y a eu des groupes de travail qui ont été menés. Elle a avancé plutôt, disons, plutôt lentement, même si elle existait. Des efforts ont été faits au niveau bancaire. On parlait déjà pas mal des critères ESG, de l'impact sur le secteur de la défense. Et ce qui a complètement changé les choses, en fait, c'est il y a 2 semaines, peut-être maintenant 3 semaines, avec les annonces de Donald Trump, notamment sur sa participation ou non à l'OTAN. Et ce réveil d'un coup au niveau européen sur l'importance de financer l'industrie de défense et pour avoir une industrie de défense autonome. Donc les calculs qui ont été faits, c'est des besoins qui sont absolument colossaux en termes d'acquisition. Et d'un coup aussi, ce secteur qui était plutôt décrié, qui est un secteur complexe, hein, plutôt décrié, il y a eu un changement complet à 180 des acteurs financiers qui maintenant ont compris que l'industrie de défense était un secteur indispensable et aussi responsable et qui participait complètement à la société qu'on souhaite avoir en Europe. Et donc des financiers qui s'alignent aujourd'hui beaucoup plus sur ce financement.
Et donc là, c'est vrai, c'est très très rapide, hein, c'est vraiment en 2 semaines. Et l'exemple parfait, donc tu dis, on est donc le 21. Hier, il y avait la conférence à Bercy qui réunissait la place, dialogue de place en fait. Donc la place de la finance, c'est des assureurs, des banquiers, des fonds d'investissement. Et les discours qui ont été faits, c'est principalement des annonces du secteur privé en disant qu'ils vont considérablement augmenter les moyens alloués aux outils pour financer spécifiquement le secteur de la défense. Donc ça, c'est complètement actuel. C'est nous, on voit ça d'un extrêmement bon œil. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de suivre les annonces. Donc hier, il y a eu énormément d'annonces. Je pense qu'on va revenir dessus. Et maintenant, il faut que ces annonces passent dans les actes. euh, et on sera très attentif à ça. Super, bah, parlons de ça, c'est une bonne transition. Qu'est-ce qui a été annoncé concrètement et selon toi, qu'est-ce que ça va changer là dans les semaines, les mois qui arrivent? Alors finalement, au niveau du gouvernement, pas tant d'annonces que ça. Donc on attendait des choses sur peut-être, pourquoi pas, un dispositif de défiscalisation pour les entreprises de défense, un dispositif de labellisation pour pouvoir indiquer, voilà, que les entreprises sont des entreprises aussi identifiées, reconnues par l'État français comme stratégiques, et un peu réussir à flécher l'épargne. Donc ça a pas été annoncé. Ce qui s'est passé, c'est beaucoup des annonces au niveau des acteurs financiers eux-mêmes. Et en particulier, l'annonce de BPI, de Nicolas Dufourcq, patron de BPI, de l'ouverture, de la création d'un fonds retail. Donc en fait, un fonds retail, c'est un fonds qui s'adresse directement aux Français, sur lequel les Français, donc la seule en fait information qui a été donnée, c'est le ticket minimum d'entrée de 500 euros. Donc on comprend que voilà, ça s'adresse à beaucoup de gens. Mais par contre, la durée maximum d'investissement de 5 ans, donc ça va être un fonds en equity, donc en fonds propres, pour prendre directement des participations. Le fonds prendra directement des participations dans les sociétés de défense. Mais à part ça, on n'a pas beaucoup de détails sur, enfin même aucun détail sur la façon dont il va être distribué, la façon dont, quelle performance il pourrait avoir, quelle société il pourrait viser spécifiquement. Donc on va attendre la mise en œuvre. Et puis les autres annonces, c'est les acteurs financiers traditionnels qui vont créer des outils de financement, renforcer les moyens financiers. Bon, par exemple, voilà, BNP Paribas a annoncé la création de nouveaux fonds d'investissement dédiés à la défense. Il y a eu très intéressant, le PDG de BPCE, qui représente quand même des énormes réseaux bancaires en France, qui a annoncé qu'aujourd'hui, il serait capable de tout financer, tous les produits. Tout ce qui serait autorisé peut être financé désormais par les caisses d'épargne et les banques populaires. Donc, c'est des annonces qui sont extrêmement intéressantes. Et donc, principalement, voilà, ces acteurs privés qui redisent, enfin, ou disent, affirment qu'aujourd'hui, voilà, le secteur de la défense est un secteur comme les autres, et au contraire qu'il faut soutenir. Ça semble un peu étonnant parce que c'est quelque chose qui est pas nouveau. Enfin, je veux dire, il est possible d'investir dans la défense quand on fait des placements en bourse, quand on achète des actions, je sais pas, Thales, Safran, et cetera. C'est quoi le vrai changement? C'est ce concept parce que est-ce que la vraie question, c'est est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est bienvenu, aujourd'hui de mettre de l'argent dans le secteur défense, dans l'armement ou pas? Concrètement, ça vient d'où ce changement? Ah bah, c'est exactement ce que tu dis. Je pense que c'est surtout un changement moral. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, investir dans le secteur de la défense, ça paraissait quelque chose de pas éthique, ne respectant pas les critères de l'ESG, environnement, sociétaux et gouvernementaux, qui finalement n'étaient pas. Alors, il y a des mécaniques réglementaires qui effectivement notent moins bien des fonds qui participeraient au financement de la défense, mais c'est pas du tout un secteur qui était interdit. Il n'y avait aucune difficulté là-dessus. Et donc, en fait, le gros changement, c'est ce discours, cette prise de position qui suit en fait celle du gouvernement, notamment du ministre des Armées qui insiste fortement là-dessus, et aussi le ministre des Finances insiste fortement là-dessus, en disant, voilà, le secteur de la défense maintenant est un secteur qui n'est pas du tout exclu des critères ESG. Le ministre a annoncé qu'ils allaient aussi, peut-être une annonce, oui, revoir la définition du label
ISR, investissement socialement responsable, pour que de manière extrêmement claire, la défense ne soit pas exclue. Donc, à mon sens, ce qui se passe, c'est donc il n'y avait pas, comme tu le dis, il n'y avait pas de réglementation qui interdisait cet investissement dans la défense. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est une prise de position très claire et nette des acteurs financiers de dire oui, maintenant, on a compris, on veut vraiment investir dans ce secteur-là. Donc, c'est très intéressant. Alors, ce qui est quand on suit ça, quand on suit ça depuis longtemps, c'est que c'est la rapidité et la radicalité du changement. Parce que, bon, là, le secteur de la défense, il y a quand même des sujets compliqués. Il y a quand même des produits qui sont utilisés dans le secteur de la défense. Moi, l'exemple que je donne toujours, c'est la fabrication de munitions de petit calibre, qui était vraiment le produit le plus compliqué à financer, autorisé. Il y a pas de réglementation. Enfin, il y a une réglementation française, mais c'est pas interdit de fabriquer des munitions en France. Et hier, les patrons de banque qui disent, ben, aujourd'hui, nous, on peut tout financer, tout ce qui n'est pas interdit, on peut le financer. Donc, on a l'impression que même les sujets les plus compliqués sont aplanis et que les banquiers vont être capables de tout faire maintenant. Bon, j'espère que dans les semaines qui viennent, ils vont peut-être rentrer un peu plus dans le détail, ils vont pas trouver d'autres façons d'exclure ces secteurs-là. Ouais, donc quelque part, c'est un peu une opération, communication un peu slash séduction, incitation pour le grand public à dédramatiser peut-être ces questions-là. Parce que c'est vrai que quand tu vas voir ton banquier qu'on propose des produits, liés à l'armement, tu as peut-être tendance à dire, «Peut-être pas, peut-être pas». Mais en fait, là, maintenant, c'est les vannes un peu sont ouvertes, en tout cas, c'est la première étape. Mais dans ce cas-là, on est d'accord que c'est pas on est un peu loin de la logique d'économie de guerre parce qu'on est loin de la privatisation, heu, de de la nationalisation d'outils de production. On est encore dans cette phase où on essaie de donner, la chance aux gens de le faire à la place de l'État, quelque part. Alors en fait, ce qui était très bien hier aussi, alors ça a pris beaucoup de temps, c'est que certains sujets ont été vraiment clarifiés. Alors un premier sujet qui a été très clairement exprimé, c'est de dire il faut vraiment différencier la partie commande étatique, donc le budget de l'État qui est en augmentation, les dispositifs européens de crédit, de mobilisation de financement qui vont permettre de passer des commandes aux industriels de la défense. Donc ça, c'est la partie, on appelle ça financement de la défense, mais c'est plutôt budget de la défense, acquisition de matériel. Et le sujet d'hier, c'était vraiment le financement de l'industrie de défense. C'est-à-dire à savoir que maintenant, une fois que les grands groupes, principalement dans le secteur défense, c'est assez pyramidal comme structure. Donc, une fois que les entreprises du haut de la chaîne ont reçu des commandes fermes, elles vont devoir passer elles-mêmes des commandes à des sociétés souvent plus petites qui, elles, font face à une augmentation de cadence de production et à des besoins d'investissement. Et donc, la session, enfin, tout le sujet aujourd'hui sur le financement de la défense, on parle bien du financement privé des entreprises de la supply chain. Et ça, c'est donc ces deux sujets qui sont fondamentalement différents. Et donc, c'était vraiment l'idée de se focaliser sur cet aspect-là. Alors après, alors là, les problématiques de nationalisation, pour le coup, effectivement, alors là, ça n'a jamais été évoqué. C'est intéressant comme sujet, mais ça n'a pas été du tout évoqué. Donc là, l'idée, c'est de dire, oui, le monde le privé, du financement privé, doit prendre plus que prendre sa part, doit financer. C'est eux qui doivent financer le secteur de la défense. Et là, il y a trois classes de financement privé qui ont été clairement aussi identifiées. Le premier, c'est la dette, donc le rôle des banquiers et des fonds de dette, donc des entreprises qui vont s'endetter, on connaît assez bien ça, pour pour leurs projets de développement, d'investissement. Donc cette première catégorie. La deuxième catégorie, les fonds propres. Donc les entreprises ont besoin de fonds propres, donc d'investisseurs, d'argent neuf dans les entreprises qui vont leur permettre de grossir, de s'endetter aussi plus. C'est important d'avoir des fonds propres quand on veut s'endetter. Et donc ça, c'est la deuxième catégorie, avec cette fois-ci des fonds d'investissement, des fonds de private equity, des plateformes de financement participatif. Nous, on peut intervenir en equity aussi. Et donc la deuxième catégorie, les fonds propres. Et la troisième catégorie, qui a été appelée la finance populaire. Et donc cette fois-ci, c'est le sujet de savoir comment des acteurs particuliers, donc les Français,
comme tu le dis, comment eux, ils peuvent directement s'impliquer dans le financement. Et là, il n'y a pas 50 000 solutions aujourd'hui. Donc, il y a le fonds qui a été annoncé, donc le fonds Retail, qui a été annoncé par BPI France. Donc là, c'est des Français qui investiront directement. Des plateformes de financement participatif, enfin bon, une plateforme de financement participatif, donc Souftech Invest, qu'on a créé il y a un an, qui permet aux Français d'investir directement dans le secteur défense. Donc quelque chose de complémentaire par rapport à ce qui existe déjà. Et le troisième enjeu très important pour ça, c'est la création donc enfin la création, le retour, le- à faire pour la bourse, en fait. Donc, et ça, c'était clairement expliqué, voilà, de dire qu'à la fin, dans la chaîne du financement, une fois que les sociétés sont rentables, elles peuvent aller se coter en bourse, donc aller chercher des fonds propres auprès des particuliers sur une place de marché, ce qui va leur donner donc beaucoup plus de moyens pour continuer à grossir. Donc ces trois classes ont été bien identifiées, la dette, les banques, l'equity, les fonds propres et la finance populaire. Mmh. C'est intéressant parce que cette deuxième partie dont tu as parlé, l'equity, on n'en parle pas vraiment dans le milieu de la défense. C'est assez neuf, c'est même assez unique. Tu as dit, à part Souftech, il y a pas grand-chose comme proposition de valeur sur le marché. Comment concrètement ça fonctionne, cette plateforme, qu'est-ce que vous proposez aux Français? Donc, Soustec Invest, c'est une plateforme de financement participatif. Et effectivement, c'est la première qui existe dans le secteur, qui s'adresse directement au secteur de la défense. Ce qu'il faut voir, c'est que le financement participatif, donc c'est une activité qui représente à peu près 2 milliards d'euros par an de collecte. Donc, c'est pas anodin et qu'aujourd'hui, l'argent est fléché à 80% vers de l'immobilier. Donc, c'est assez classique pour le Français d'investir dans l'immobilier. Et les 20% restants sur des projets d'énergie renouvelable, les ENR. Et donc, l'idée de Souftech, enfin, du financement participatif, c'est toujours d'aligner un produit d'investissement avec des valeurs. C'est pour ça que ça a été créé. L'idée, c'est de dire, bah, je suis particulier, je veux m'engager sur certaines causes. Donc, j'utilise mon épargne, j'utilise l'investissement. Oui, je cherche une rentabilité, mais aussi je l'investis dans des projets auxquels je crois. Et je t'ai dit, on a créé un cabinet de conseil en financement dédié à l'industrie de défense. Et en début d'année 2024, on s'est dit que cette possibilité pour les Français, donc on voyait quand même beaucoup de gens patriotes, on parlait beaucoup de financement de la défense, et ils n'avaient pas cette catégorie dans le financement participatif. Et donc c'est pour ça qu'on a créé la plateforme donc, en juin 2024 à Eurosatori. Euh, et donc l'objet, c'est bien de financer ces entreprises. Alors, comment ça fonctionne? En fait, il y a plusieurs thématiques d'investissement. La première qu'on a mis, donc les deux premiers projets qu'on a mis en ligne depuis donc fin janvier, c'est de la thématique de l'innovation et d'industrialisation. Donc, on a des porteurs de projets, des entreprises qui viennent nous voir avec des besoins en fonds propres, des entreprises qui sont plutôt jeunes et qui, dans les deux cas qui sont aujourd'hui présentés, sont des entreprises qui développent soit un produit, soit des moyens industriels et qui cherchent à démontrer leur capacité et leur marché dans le but de faire derrière une autre levée de fonds, vis-à-vis de fonds plus traditionnels, à 2 ans, 3 ans. Et donc, c'est à cette étape de démarrage que les entreprises viennent nous voir, souvent en parallèle de ce qui peut se faire avec des business angels. Donc, on est à ce stade-là. Ces entreprises sont des entreprises qui sont du secteur de la défense et industriel, donc des secteurs qui sont plus difficiles à financer aujourd'hui par les fonds de ce qu'on appelle de venture capital qui interviennent à ces niveaux de maturité des entreprises au début de l'aventure. Et donc, on remplit avec la plateforme un espace dans ce qu'on appelle le continuum du financement. Donc, pour des financements ici entre 300 000 euros et donc réglementairement, on pourrait aller jusqu'à 5 millions d'euros, mais sur ces investissements, c'est plutôt jusqu'à 1 million d'euros. Et donc, le fonctionnement, c'est un fonctionnement tout en ligne.
Et donc, les entreprises viennent nous voir. Nous, on fait une analyse financière, une due diligence de leur projet, de leur business plan, de l'équipe dirigeante, du marché. On les valorise et après, on donne la possibilité aux Français directement de pouvoir donc s'inscrire sur la plateforme, créer un compte en ligne sur la plateforme, l'alimenter et investir directement dans les sociétés qu'ils choisissent. OK. C'est-à-dire que là, moi, par exemple, je peux me connecter, créer un compte et déposer peut-être, 500 €, comme le préconise, la BPI, pour investir dans une des boîtes, que vous avez sélectionnées, que vous avez dont vous avez analysé le modèle économique, les personnes qui sont à la tête de cette entreprise et du coup, derrière, on peut avoir quoi comme retour sur investissement? On peut espérer quoi à peu près? Alors là, tu peux donc aller sur la plateforme, créer ton compte. Donc tu vas aller choisir toi-même l'entreprise, c'est-à-dire que tu vas avoir accès aux détails de la société. Tu vas avoir accès à ce qu'on appelle une note d'investissement, donc qui va te décrire donc cette analyse que nous, on a fait. Donc c'est notre conviction, mais derrière, tu as accès à toute la documentation pour te faire ton propre avis. C'est aussi ça, l'intérêt de la plateforme. Tu peux donc on fait des webinaires, ou poser des questions directement aux chefs d'entreprise ou à nous pour vraiment, bah, voilà, savoir, où est-ce que tu vas investir. Et notamment avoir donc les perspectives financières. Donc ce qu'il faut voir, c'est pas un fonds d'investissement qui va, bah, investir de lui-même, une équipe de gestion qui vont investir d'eux-mêmes dans certaines entreprises pour te fournir une performance. C'est toi directement qui vas choisir le projet. Donc chaque projet a sa rentabilité propre. Donc, aujourd'hui, les projets que je te disais, donc c'est des investissements en fonds propres, donc, on va devenir actionnaire des sociétés et l'objectif, c'est de faire la rentabilité qu'on appelle à la sortie. Donc, le placement avoir une durée de 5 ans et l'objectif, c'est qu'à la sortie, les actions que tu vas avoir achetées, c'est de les revendre, plus que qu'au moment où tu les as achetées. Donc là, les objectifs de multiples, on appelle ça le multiple réalisé en 5 ans, pour les 2 sociétés, c'est entre 5 et 6. D'accord. Donc c'est des taux de rentabilité objectifs cibles de 40. Donc c'est des objectifs, très importants qu'il faut toujours bien corréler au niveau de risque qui est pris par l'investisseur. Donc, en termes de risque, c'est, bah, des sociétés, nouvelles. C'est un investissement capital, donc il y a une possibilité, si la société, coule, hein, par exemple, hein, et ben, il y a une possibilité de perdre, l'intégralité du capital. Donc en face de ce risque élevé, il y a une performance attendue qui est elle aussi élevée. Mmh. Justement, c'est la question que j'allais te poser sur la question du le profil d'investisseur de Souftech, parce qu'on a parlé dans un précédent épisode avec, nos amis de Bourse Direct, notamment l'un de leurs experts en salle de marché qui nous disait qui reprenait un peu les bases de l'investissement, vraiment en parlant un peu d'ETF, d'actions et cetera et il nous parlait du profil d'investisseur, savoir est-ce que tu es capable de prendre des risques, ou pas, dans quelle mesure, par rapport aux moyens que tu as? La psychologie que tu as. Investir en private equity dans ce domaine-là, ça demande quoi comme type de profil? Alors, il y a le profil de la personne. Donc, c'est déjà quelqu'un qui a la capacité d'investir. Donc, bon, il ne faut pas perdre de vue de ça aussi, qu'il y a beaucoup de gens en France qui ne peuvent pas investir, qui n'ont pas les moyens d'investir. Donc, c'est déjà un investisseur. C'est quelqu'un qui va avoir très souvent tout un panel d'autres produits financiers. C'est-à-dire que bon, bah, la première chose que les gens font, ils vont acheter un appartement, acheter une SCPI, placer en assurance vie et qui quelque part, pour un côté, bon, soit patriote, soit justement je vais rechercher des valeurs, soit quelqu'un qui veut vraiment, s'impliquer dans les choix qui sont faits, va venir sur cette plateforme pour, venir chercher ça. Donc c'est quelqu'un qui c'est déjà un peu une stratégie de diversification. Souvent, c'est des gens qui ont déjà d'autres choses par ailleurs. Alors après sur l'aspect risque, effectivement, dans ce que je disais, c'est des investissements. Là, on est en fonds propres. Juste, je fais une petite parenthèse. On travaille aujourd'hui pour mettre en place des produits de dette qui seront, donc c'est de la dette sécurisée pour les entreprises, principalement pour financer du besoin de fonds de roulement d'entreprises, bah, qui grossissent, donc qui ont besoin de fonds de roulement et là, ça sera des produits qui seront plus sécurisés, moins risqués et donc avec des rendements aussi plus faibles. Donc
Si je reviens sur effectivement sur ce niveau de risque de l'investissement en fonds propres, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on investit des petites sommes par rapport à son patrimoine global. Ça va être un investissement, enfin, c'est ce que font les gens. Typiquement, moi, j'aime bien prendre en ce moment l'exemple de l'or. Bah, un conseiller en gestion de patrimoine dans une situation géopolitique compliquée va conseiller d'aller investir une partie de son patrimoine, 5 à 10 sur des valeurs refuges, sur des valeurs défensives. Et typiquement, on va dire bah, acheter de l'or. Alors, j'ai des gens chez nous qui sont des grands spécialistes de crypto. Moi, je ne le suis pas du tout, je l'avoue. Mais donc, on pourrait dire voilà, une valeur défensive, acheter de la crypto, si tout se passe mal, ça pourrait augmenter. Et donc, bah, nous, on pense que le secteur de la défense, c'est un secteur contracyclique, donc voilà, on le voit quand il y a des tensions au niveau mondial, c'est un secteur dont la valorisation augmente. Avec en plus le côté de bah, c'est utile, parce que quand on a investi dans un kilo d'or, bon, souvent il est virtuel, on ne le voit pas, mais il n'a pas beaucoup de valeur, il n'a pas créé beaucoup de choses, alors que quand on investit dans une entreprise du secteur de la défense, bah, en plus c'est défensif, et en plus on participe à l'équipement des forces, à l'innovation, et donc aussi à la protection du reste de l'économie et accessoirement du pays. Donc, ce qu'il faut voir, donc c'est aussi pour ça qu'il y a des tickets faibles de 500 euros. Euh, oui, c'est très risqué, c'est risqué. Oui, ça peut donner des performances très importantes. Et donc, en fait, on diversifie et on investit une partie seulement de son patrimoine dans ce type de produit. Ouais, le mot-clé, c'est un peu la diversification, quelque part. C'est le fait de se dire, plutôt que de mettre tous ses œufs dans le même panier, en or, en actions, en immobilier, on peut en mettre aussi en private equity. Et ce qui aujourd'hui n'était pas, enfin jusqu'à aujourd'hui, qui n'était pas possible. C'est ça qu'il faut signaler, qui est vachement intéressant. C'est pour ça qu'on en parle. Et je pense que les gens qui nous écoutent ont déjà, peut-être ceux qui sont sensibilisés un peu à la finance, ont déjà entendu parler d'initiatives comme Blast ou comme des clubs d'investisseurs où on peut rentrer comme ça avec des petits ou relativement petits tickets dans des groupes. Vous êtes les premiers à le proposer en défense, donc comme à chaque fois, être le premier dans quelque chose, c'est toujours très bon. Donc c'est chouette, merci de nous en parler et de nous faire profiter de ça. Euh, par rapport aux entreprises qui sont financées, tu le disais, le secteur industriel, c'est un secteur très dual aussi, où il y a des technologies militaires, mais aussi beaucoup de technologies civiles. On a vu des boîtes comme des boîtes qui font du drone, qui font de l'énergie aussi, qui sont dans le domaine de l'énergie, qui travaillent aussi bien avec l'armée qu'avec des entreprises privées. Est-ce qu'on va pas aussi de plus en plus vers ce genre d'entreprise? Est-ce que les entreprises n'ont pas compris que justement il fallait qu'elles se diversifient elles-mêmes dans la défense, peut-être même qu'elles seront forcées de le faire un jour si on rentre vraiment en économie de guerre, où on n'aura pas le choix. Comment ça se passe? En fait, donc, effectivement, alors la dualité, c'est quelque chose qui est assez connu dans le secteur de la défense, et surtout au niveau financier, parce que c'est vu comme une façon d'être résilient dans un secteur qui traditionnellement est un secteur avec des cycles très longs. Donc, par exemple, les entreprises qui vont voir l'AID, l'Agence de l'innovation de défense, qui vont chercher à lever des fonds, l'AID va leur dire, mais il faut absolument que vous ayez une partie de votre business qui se fasse dans le civil, parce que on sait, nous, AID, DGA, que pour passer une commande, ça va être très long, il va y avoir besoin de beaucoup de fonds, et donc vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas être résilient seulement sur le secteur de la défense. Donc ça, l'aspect civil et militaire, c'est très connu des entreprises qui cherchent à se financer par ce biais-là. Alors, d'un autre côté, maintenant, effectivement, il y a des sociétés alors je dis du monde civil, c'est pas, tout le monde est civil dans les entreprises, mais donc ils travaillent dans les secteurs non militaires qui s'intéressent effectivement au secteur de la défense. Et en fait, il y a une certaine difficulté à ça, puisque en fait, les chaînes industrielles du secteur de la défense sont assez rigides. C'est-à-dire que quand vous êtes un gros industriel de la défense, vous avez développer un système et qualifier votre système, ça va être très compliqué pour vous d'aller changer de fournisseur. Alors, peut-être sur certaines, et bien sûr, il y a de la concurrence sur certaines activités, mais quand vous avez acheté
et qualifier surtout un fournisseur, c'est très difficile d'en prendre un autre. Donc pour des gens qui sont à l'extérieur, il y a cette difficulté de rentrer. Sauf, et là ça a été très clairement dit aussi, c'est de plus en plus clairement dit, et je crois qu'au niveau de la direction générale d'armement, il y a des travaux qui sont faits là-dessus, pour tout ce qui est massification. Et donc là, il y a des opportunités qui sont intéressantes pour, par exemple, des sous-traitants industriels du secteur de l'automobile qui ont beaucoup plus l'habitude de travailler sur des séries très importantes, alors que dans la défense, c'est très très souvent des petites séries, donc des faibles quantités à produire. Et là, il y a des réflexions en cours, donc c'est toujours assez long, mais de dire quand on va devoir produire des milliers ou des centaines de milliers de drones ou de systèmes, entre guillemets, donc ce qui est low cost de défense, et ben ces entreprises industrielles des secteurs qui ont l'habitude des grandes séries deviennent très intéressants. Donc, juste sur le positionnement de SoufTech, alors, je dis, là, on parle à des gens qui connaissent le secteur, très bien le secteur militaire. Donc, je dis, on fait pas du finance and forget. Donc, l'idée, c'est aussi bien d'accueillir des sociétés avant la levée de fonds, pour bah, échanger avec eux sur bah, se préparer pour cette levée de fonds. On travaille avec l'incubateur Hexablock, qui, eux, sont des spécialistes donc, justement de l'incubation, de prendre les sujets en amont pour les préparer à ces étapes de croissance. On les finance et après, on les accompagne à des futurs tours de levée de fonds. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on a une capacité aussi de conseil vis-à-vis des entreprises, et notamment, à mon sens, bon, ça s'est pas encore produit aujourd'hui, mais des entreprises qui chercheraient à venir dans le secteur de la défense, on peut les connecter avec ce secteur-là. Alors juste, sur la dualité, j'ai une petite, autre précision. Nous, chez Soufteq Invest, donc, le choix des entreprises, donc ça, ce sont les entreprises qu'on appelle de la Soufteq. Donc la Soufteq, aujourd'hui, c'est des choses qui sont beaucoup travaillées au niveau de... Donc c'est Hubert Raymond qui est responsable de Generate, l'incubateur Generate du J4, qui travaille beaucoup sur ce sujet-là, parce qu'il y a une problématique donc, qui va se poser aussi pour les investisseurs. Comment est-ce qu'on définit une société de défense et de souveraineté? C'est très très compliqué. Est-ce que elle a un client, elle représente... Alors, pour exclure les boîtes de la défense, c'est très simple. Les gens disaient, bah, si vous avez plus que 5% dans le domaine militaire, alors vous êtes exclu de tel financement exclu. Exclure, c'est facile. Inclure, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, on travaille et on est très heureux de travailler en parallèle avec Hubert, qui donc fait ce travail de définition de ce que c'est les entreprises de la Soufteq. Et nous, notre prisme, ça va être effectivement de mettre en avant les aspects militaires de ces projets. Donc, si une société vient nous voir qui est dual, nous, la façon dont on va le présenter, ce qu'on va expliquer, ce qu'on va mettre en avant, c'est vraiment le côté militaire du business. Mmh. Ouais, super intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser au fait que, en gros, c'est un très bon élément, quand tu choisis une valeur ou quand tu choisis une entreprise sur laquelle tu peux mettre des financements. Si tu sais que cette boîte a, déjà cette dualité, en tout cas ce marché, civil avec son fonds de roulement qui arrive, c'est forcément une boîte qui sera plus résiliente et qui pourra, gagner en valeur. C'est le cas aujourd'hui des grands, de toute façon, des Safran, des Thales, des Nexter et cetera, qui ont cette activité-là. Hem il y a un point important aussi, tu en as un peu parlé, la question de la recherche et développement. Là, dans pas longtemps, il va y avoir le salon du SOFINS, le salon des forces spéciales. On va beaucoup parler d'innovation encore une fois, et de cette problématique pour les industriels français, de devoir financer la recherche et le développement pour des équipements de petite série parfois. Ce qui fait que les boîtes américaines sont toujours, leaders sur ce marché-là parce qu'il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus de financement pour tout ça. J'imagine que la finalité de Soufteq aussi, c'est de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et de faire avancer la recherche aussi. Sachant que quand on regarde un peu dans le passé, les grandes guerres, les grandes périodes de conflit ont amené à des innovations. L'ordinateur est né de la Deuxième Guerre mondiale, des recherches en renseignement, Internet aussi. Donc, à quoi on peut s'attendre avec ce qui arrive bientôt? Alors là, sur le financement des activités et des projets avec les forces spéciales,
c'est un sujet hyper intéressant et que, effectivement, on essaye d'adresser. Alors, intéressant et compliqué. Donc, on a juste dit avant, l'important pour les boîtes, donc c'est un peu ça, c'est un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à aujourd'hui. Il faut qu'elles soient duales. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, bon, dans cet environnement où les moyens et les commandes dans le secteur de la défense pourraient largement augmenter, est-ce que des sociétés qui ne feraient que du militaire aujourd'hui pourraient devenir viables? Notamment, il y a notamment quand on fait donc des produits qui sont de masse et notamment en pensant aussi à l'exportation. Et donc se pose la question aujourd'hui de dire, bon, ce critère de dualité qui était quasiment indispensable en temps de paix, entre guillemets, en temps de paix, est-ce que en temps beaucoup plus, alors on n'est pas en temps de guerre, mais est-ce qu'en temps beaucoup plus tendu, des pure players de défense pourraient pas avoir une viabilité économique et être intéressants à proposer au financement? Et donc en fait, c'est aussi l'objet de SoufTech Invest, de regarder ces projets-là. Et peut-être qu'effectivement, des investisseurs qui, cette fois-ci, mettraient en priorité l'aspect patriotique, en disant, voilà, OK, le business plan, je sais, c'est plus fragile, il y a pas de dualité. Si on revient en temps de paix, la boîte va aller au tapis. Mais moi, parce que j'ai une conscience patriotique, parce que je veux m'investir, parce que je m'engage, alors aussi, et je pense qu'il y en a beaucoup, enfin beaucoup, il y en a des gens, parce que j'ai très, très bien gagné ma vie, parce que j'ai accumulé un gros patrimoine et quelque part je veux aussi, rendre ça, bah, je vais investir. Et quand on parle par exemple d'applications, FS, bah, je pense pas que ça soit on va pas parler de montants, très, très importants. Donc, l'idée aussi dans SoufTech Invest, c'est de pouvoir identifier ces, Heu, ces gens, je sais pas comment le dire, donc citoyens, bon patriotes, mais il y a le côté de dire, avec un gros patrimoine, donc on dirait ils appellent ça les ultra wealthy, people dans la gestion de patrimoine. Des gars qui peuvent mettre, 100 000 €, 200 000 €, parce qu'ils y croient. Donc d'identifier ces gens-là, de pouvoir leur proposer peut-être ces projets pur milli, de les faire se rapprocher, alors c'est vrai que je revienne dessus, c'est un point fondamental, de les faire se rapprocher du secteur de la défense pour pouvoir, financer ces projets FS. Et l'autre thématique qui est très, très courante aussi, c'est l'idée d'accélérer ce qui est vu sur le terrain, le retour auprès d'une communauté, d'inventeurs, d'ingénieurs, de start-up ou d'industriels qui trouvent une solution, le financement, d'une petite série et le retour sur le terrain. Et donc c'est un peu cette même thématique des sujets, des projets qui sont très, très, opérationnels, très, très, drivés par l'Ops. Et donc on participe à cette réflexion-là. Je sais pas, on commence, on crée la communauté, mais si dans la communauté, on se rend compte qu'il y avait ces gens-là, et ben je pense qu'on pourrait apporter des solutions à ces entreprises qui travaillent avec les opérationnels, très proches des opérationnels. Ah, c'est super intéressant, d'autant plus qu'on voit de plus en plus de projets qui sont montés même par les opérationnels eux-mêmes. Il y a de plus en plus d'innovations qui sont portées par des militaires qui sont sur le terrain, qui savent de quoi ils ont besoin et qui attendent pas, toute la lourdeur administrative de la DGA, de la stat et cetera pour, que le projet soit viable et utilisable. Hem, Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu tu parlais de 2 entreprises qui sont actuellement, disponibles au financement, sur la plateforme SoufTech. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, peut-être un pitch rapide Ouais. pour nous en parler et de voir si ça vaut le coup d'investir? Alors, les 2 entreprises sont, intéressantes. Ce sont 2, ce qu'on appelle scale-up start-up industriels. Donc c'est des gens qui vont industrialiser en innovant. Donc la première, c'est une société qui s'appelle EHP2, qui est créée par, quelqu'un qui vient du secteur de l'automobile et qui est un spécialiste de, ce qu'on appelle les groupes motopropulseurs, donc le moteur plus toutes les accessoires qui vont autour, pour la propulsion. Et donc, il utilise son expertise pour, créer un mot enfin, développer, un moteur de drone à vocation donc directement sur les drones. Quels drones? Les drones de 20 à 150 kilos. Donc en fait, c'est toute la gamme de drones principalement utilisés pour la surveillance,
pour lequel il y a une filière française qui est très importante. Donc, on va en citer quelques-uns, Deller, Survecopter, Thales avec l'US 100 et d'autres fournisseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, où les Français ont, un, la volonté de développer une filière souveraine, indépendante, et deux, ont des produits qui sont quand même très intéressants, même au niveau européen et mondial. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, bah, les moteurs qui sont utilisés sur ce type de drone sont soit peu performants, alors en consommation, mais aussi, et c'est un gros problème au niveau opérationnel, en maintenance. Donc, c'est des moteurs qu'il faut très souvent maintenir, très souvent démonter, et donc opérationnellement, c'est très compliqué de les utiliser. Ou soit des moteurs deux temps qui viennent de l'aéromodélisme et qui, pareil, consomment énormément, donc sont pas performants. Et donc, c'est des moteurs qui viennent que de l'étranger. Et donc, l'idée ici, c'est d'avoir une société qui va produire un moteur 100% français, performant, et qui nécessite très peu de maintenance. Donc, c'est 10 fois moins de maintenance que les produits existants. Et qui va avoir cette capacité de certification qui est absolument fondamentale pour l'essor du drone dans le secteur civil. Donc aujourd'hui, les drones, on voit bien, sont massivement utilisés dans les opérations militaires. Il y a un très fort engouement et un très fort marché là-dessus. Donc là, c'est plutôt la capacité souveraine qui est intéressant dans le projet de HP2, faire des moteurs français pour ce secteur-là. Mais en parallèle se développe le marché des applications civiles, surveillance maritime, surveillance de pipe. Et là, les drones vont devoir s'insérer dans le trafic aérien. Alors ça, c'est très compliqué. Enfin, enfin, c'est très compliqué en termes de réglementation. Et un des aspects, c'est de pouvoir certifier en termes de fiabilité les équipements. Et ce moteur-là qui va être produit sera nativement certifiable. Donc c'est pour ça qu'il intéresse beaucoup tous les grands noms qui se positionnent sur ce créneau, parce que tous ont en vue la certification de leur système global. Et pour certifier le système global, bah, va falloir certifier le moteur aussi. Donc, principalement cette société-là, ce qui est intéressant dans le profil, c'est que cette performance, en fait, elle est faite parce que le fondateur de cette entreprise, en fait, il maîtrise toutes les technologies, euh, aussi bien on dit, de l'hélice au réservoir, en fait. Et donc, il va être capable d'optimiser toute la chaîne pour obtenir ces performances bah, inatteignables si on ne traite qu'un tout petit bout de la chaîne de propulsion. Donc ça, c'est EHP2. C'est une jeune entreprise innovante. Et donc, l'investissement dans cette société donne droit à une défiscalisation de 30% sur l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est aussi, alors je fais aussi une parenthèse, c'est quelque chose sur lequel alors je ne sais pas si on milite, mais on fait un plaidoyer en disant, pour favoriser l'investissement dans le secteur de la défense en fonds propres, donc qui est une activité risquée, ce qu'il est important de faire, c'est de donner une incitation fiscale. Donc, de la même manière, ce travail de labellisation que fait Uber sur SoufTech, l'idée, c'est que ces sociétés qui sont identifiées avec une méthode rigoureuse, professionnelle de SoufTech puissent bénéficier d'une défiscalisation quand les Français vont investir en direct sur ces sociétés-là. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille et qu'il faut, je pense, à mon sens, continuer à pousser au niveau parlementaire. Et l'autre société, donc c'est une société qui s'appelle Novadditive, qui est à Tarbes et qui est en fait un industriel qui croise deux aspects absolument intéressants et fondamentaux. C'est-à-dire que c'est un fabricant de pièces en céramique. Donc, les céramiques, c'est assez peu connu, mais en fait, il y en a toute une gamme de céramiques très, très différentes et qui ont des performances absolument exceptionnelles. Soit on connaît un petit peu en maintien en température pour faire des pièces de moteurs d'avion, par exemple. Mais il y a plein d'autres applications de rigidité, de conductivité électrique, de transfert de chaleur, de biocompatibilité. Donc, en fait, les céramiques sont extrêmement diverses et extrêmement intéressantes en termes de performance des matériaux. Et la particularité de Novadditive, c'est qu'elle cumule ses performances, donc ce métier de céramiste, avec l'impression 3D.
Et donc ça, c'est une capacité qui est unique en France aujourd'hui, qui est la capacité de faire des pièces avec des géométries très complexes grâce à l'impression 3D en céramique. Et la céramique, ça nécessite des procédures industrielles de cuisson, de d'éliantage. Alors, je passe les détails techniques, vous les avez c'est les gens qui s'intéressent, le dans dans les présentations qu'on fait. Donc, de fabrication de ces pièces-là, qui est un savoir-faire très complexe. Et donc, bah, c'est l'expérience du dirigeant, c'est l'expertise du dirigeant qui travaille dans le secteur depuis 35 ans, qui fait de l'impression 3D depuis 10 ans et qui donc a beaucoup d'intérêt de la part des industriels du spatial, de l'aéronautique, mais aussi de l'énergie. Donc c'est un marché qui est, on disait juste avant, c'est intéressant parce qu'il est complètement diversifié. Donc l'enjeu de Novadditiv, c'est un enjeu industriel. Et donc lui, il lève des fonds pour continuer à innover sur ces procédures, sur ces process industriels. Euh, et optimiser la rentabilité de l'entreprise. Donc, ce qui est intéressant avec l'impression 3D, c'est qu'il y a une capacité d'automatisation de la fabrication et donc et la capacité de faire aussi bien des petites séries, parce qu'en fait, c'est très répétable. Donc, on veut faire des toutes petites séries, aller très vite en R&D. Donc, ça, c'est très important pour l'industrie aéronautique qui doit accélérer aussi les développements jusqu'à la fabrication en grande série avec des machines qui peuvent imprimer en permanence H24 et des processus derrière industrialisés, robotisés pour sortir ces pièces dont on a besoin. Donc, on parle beaucoup de massification et aussi obtenir des niveaux de rentabilité intéressantes pour la société. Mmh. Et parce que ces entreprises, elles sont encore trop petites pour intéresser, les grosses, on va dire, qui pourraient les racheter assez facilement, mais qui ont pas encore, qui voient pas trop l'intérêt et du coup, c'est l'opportunité pour des petits investisseurs, donc par exemple des citoyens, lambda de se mettre au capital et d'apporter de la liquidité à ces entreprises. Tout à fait. Donc là, en fait, les acteurs traditionnels de l'investissement, ce qu'ils vont attendre, eux, c'est d'avoir des sociétés qui soient plus matures, avec des track records déjà démontrés depuis plusieurs années. En fait, donc c'est difficile pour eux d'arriver sur ce genre de société. On voit très bien le potentiel, mais eux, il faut avoir quelque part démontré le potentiel. Donc les deux levées de fonds, donc ces deux levées de fonds de 500 000 euros, voilà, le potentiel est clairement établi, clairement. La levée de fonds va permettre de démontrer que le potentiel existe. Et l'idée, c'est que à 5 ans, que la démonstration de ce potentiel et déjà le track record et le chiffre d'affaires grossissant, on puisse attirer les gros acteurs de l'investissement. Et c'est là, finalement, que la plus-value, elle est faite. Parce que pour le coup, une fois que le track record est démontré, bah, la valorisation de la boîte en elle-même augmente énormément, parce que vous allez intéresser plein de différents fonds. Donc, aussi bien des corporates, donc des autres industriels qui pourraient racheter cette compétence-là, donc avec des moyens très importants et donc des valorisations importantes, aussi bien des fonds qui peuvent s'intéresser à la thématique industrielle. Donc, c'est vraiment, effectivement, c'est ça, c'est l'opportunité de rentrer euh, pas au tout début de l'aventure. Les boîtes ont déjà du chiffre d'affaires, donc c'est des sociétés qui font 400 000 et 700 000 euros de chiffre d'affaires, donc elles ont déjà des clients, en fait, elles sont au contact de leurs clients, leurs clients leur donnent leurs besoins, et en fait, ces 500 000 euros vont permettre de répondre aux premiers besoins des clients exprimés. Et une fois qu'on aura démontré que les sociétés ont démontré qu'elles sont capables de répondre aux besoins exprimés, alors elles vont valoir beaucoup plus d'argent et attirer les gros fonds, les plus gros fonds. Mmh. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver au début de l'aventure. Alors, un point important dans ce qu'on fait chez Souftech Invest, je disais, on ne fait pas du finance and forget, c'est-à-dire que aussi pour l'investisseur, bah, il va suivre cette démarche industrielle. Donc, l'idée, c'est d'informer régulièrement de l'avancée du développement de la société, les faits marquants, pouvoir rencontrer le patron, lui parler directement,
visiter l'entreprise, par exemple parler avec HP2, les moteurs, il va y avoir des essais, pourquoi pas assister aux essais du moteur qui va être fait. Et donc il y a vraiment ce côté, alors qui est très très important pour SoufTech Invest, c'est un, financer les entreprises, mais aussi deux, rapprocher les Français de l'industrie de défense et du milieu militaire en général. Donc, quelque part, on a vraiment la volonté de contribuer au lien armée-nation, qui est fondamental même au niveau opérationnel, hein, parce que nos, donc, si vous avez des auditeurs, les opérationnels, quand ils partent quand même pour protéger la nation. Et si la nation n'est pas derrière eux, ça va pas durer très longtemps, ces affaires-là. Donc, le lien armée-nation, c'est fondamental pour les opérationnels. Et nous, on veut contribuer à ça. Il y a plein de façons de contribuer au lien armée-nation, la formation, les écoles, enfin, il y a la réserve, il y a plein de choses qui se font. Mais nous, c'est voilà, par le biais de l'épargne, du financement, une manière de rapprocher les Français du milieu militaire. Super intéressant. Heu, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'équipe qu'il y a derrière, SoufTech Invest? Il y a toi, bien sûr, mais après vous êtes combien? C'est quoi vos formations? D'où vous venez? Merci de la question. L'équipe, c'est fondamental chez SoufTech Invest. En fait, on est qu'une équipe. Alors, on dit, moi, je parle, là, je fais du réseau social, je parle parce que j'y passe le plus de temps, mais on est tous au même niveau, on est tous une équipe. Et une équipe complètement complémentaire. Alors, moi, l'équipe, je dis, c'est l'agence touristique, mais ça a été fait, quand tu regardes les profils des gens de l'équipe, c'est des profils qui sont complètement complémentaires, qui viennent de milieux totalement différents géographique, en termes académiques, de milieux, même, enfin, totalement différents. Et donc, moi, je suis extrêmement content de l'équipe qu'on a mise en place sur SoufTech Invest. Donc, l'équipe, c'est au démarrage, donc l'équipe Vauban Finance. Donc Vauban Finance, je l'ai monté avec Xavier Deteigne, qui lui est entre guillemets, un pur financier, un vrai financier. Moi, je suis plutôt entre guillemets, expert, connaisseur sectoriel de l'industrie de défense. Donc lui, c'est un pur financier. En fait, il vient du milieu bancaire, de BNP Paribas. Il est passé par l'industrie, il a eu des fonctions financières et aussi en M&A. Et au départ, quand on a créé Vauban Finance, l'idée, c'était de pouvoir faire du financement d'actifs, donc utiliser les structures de financement qui existent beaucoup dans le domaine civil pour les appliquer au domaine militaire. Et donc, Xavier, son rôle dans SoufTech Invest, c'est toute la partie analyse financière des sociétés, stratégie financière. Donc ça, c'est son métier au quotidien. C'est Thomas Léger et Nadège Monneron qui ont fondé l'incubateur Hexabloc, dont je parlais avant, et qui, eux, ont une expertise, là je peux le dire sans rougir, dans tout ce qui est veille technologique, notamment sur toutes les technologies Web 3.0. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà assisté, tu as déjà assisté à des pitchs de start-up. Quand on va aller regarder de l'IA, du quantique, des choses qui tournent autour de la blockchain, moi, je l'avoue tout de suite, je ne sais pas dire et je peux me faire complètement enfumer, entre guillemets, avec une vraie IA, un chat GPT encapsulé dans quelque chose. Je n'ai aucune idée. Et si les gens sont bons et expliquent bien, je n'ai aucune idée de savoir est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est intéressant ou pas. Eux, ils savent. Eux, directement, ils savent. Donc, l'idée de la sélection des sociétés, la qualification des technos, la véracité des technos, ça, c'est leur métier. Et donc, c'est absolument indispensable dans ce qu'on fait. Et donc, l'autre cofondateur, c'est Yann Watnin. Et lui, il est avocat en M&A. Donc, M&A, Merger and Acquisition, donc en fait, c'est toutes les activités qui traitent à l'investissement en fonds propres, mais pas qu'en fonds propres d'ailleurs, et en dette dans les entreprises. Donc, en fait, tout ce qu'on fait. Et donc, SoufTech Invest, c'est aussi et principalement de l'investissement. Donc, la mise en place de conditions juridiques et financières, de structures juridiques protectrices, la mise en place de packs d'actionnaires protectrices pour les investisseurs, c'est absolument fondamental. Donc, on est en permanence en train d'évoluer dans un milieu où bah, on a des business angels qui investissent aussi en parallèle de nous, des fonds, des corporates. Donc, on est en permanence, et donc ça, c'est notre force aussi. On est en mesure de s'adapter
au niveau juridique à plein de structures et on est réactif et flexible sur pas mal de structures juridiques. Et aussi, on peut prendre le lead sur les structures juridiques. Donc ça, c'est Yann qui fait ça et on a la compétence de... Donc lui, il fait des levées de fonds professionnellement beaucoup plus grosses. Et donc, on a cette technique en fait de levée de fonds beaucoup plus grosse pour nos, entre guillemets, petits investissements de start-up. Et ça, c'est hyper intéressant. Mmh. Donc voilà, SoufTech Invest, c'est des experts techniques, des experts financiers, des experts juridiques, alors un, et une expertise sectorielle. Donc moi, je me suis un peu présenté au début. Voilà, MBDA, industrie de défense. Et puis après, je suis passé un petit coup en tant que civil à l'école de guerre, ce qui est un truc absolument génial pour tous ceux qui ont entre 35 et 40 ans, enfin 30 et 40 ans, il faut absolument faire ça. C'est vraiment une expérience géniale. Vivre au milieu des militaires, comprendre, je dis pardon, pas tous les militaires, mais donc ces jeunes officiers qui vont grandir dans le futur, passer du temps à côté d'eux, voir ce que c'est leur vie, la façon dont ils gèrent leur carrière, leur famille, les postes, et puis surtout c'est la première fois en fait que terre, air, mer se rencontrent ensemble et les services, DGA et les autres, se rencontrent ensemble. Et c'est pour un civil, entre guillemets, de la défense, assister à ça, c'est quand même assez intéressant et assez drôle aussi, parfois. Mmh. Ouais, Voilà, clairement. donc plutôt le côté vraiment sectoriel pour moi. Mmh. Donc, on est très Super. très fiers de notre équipe chez SoufTech Invest. Vous pouvez venir voir, on pourra répondre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et c'est pour ça aussi l'accompagnement. En fait, donc on fait du financement, mais on peut faire de l'accompagnement sur plein de thématiques. Mmh. Très bien. Ben, je mettrai tous les liens en description pour aller voir ce que vous faites. Puis en toute transparence aussi, on doit le dire, on est une équipe journaliste, mais on est partenaire aussi de SoufTech sur ce projet-là. Donc on va parler de vous dans le prochain magazine aussi. Et du coup, parce que c'est une thématique qui intéresse nos lecteurs et qui intéresse tous les citoyens, hein, et de plus en plus au final. Et encore plus ce volet finance quand on voit le succès des émissions, du type, Qui veut être mon associé ou tout ça. Enfin, c'est quelque chose qui la crypto aussi a beaucoup amené à cette culture de l'investissement et du financement, dans la société civile, donc c'est quand même quelque chose de très encourageant. Alors, si je peux dire un mot là-dessus, parce que je trouve ça absolument fondamental, et je dis ça à tous les journalistes que je rencontre, le sujet de l'industrie de défense et du monde militaire, c'est qu'il n'est pas connu. On dit les financiers ne financent pas la défense. Mais ils financent pas la défense parce qu'ils connaissent pas ce que c'est. Moi, j'ai 40 ans, j'ai jamais fait de service militaire. Je sais pas ce que c'est. Il y a jamais eu de guerre. Je suis né en 84 et je suis né dans un temps de paix. Donc, on sait pas ce que c'est. Et donc, les médias là-dedans, expliquer, continuer à expliquer, donner la parole, montrer, c'est absolument fondamental. Donc, c'est pour ça que nous, on est très heureux d'être en partenariat avec un média aussi spécialisé et de qualité que Défense Zone pour relayer au plus large, relayer cette initiative, faire connaître, continuer à faire connaître. Et sur le monde de la crypto, je fais juste, j'ai dit que je ne connais pas du tout ce secteur-là. Bon, parce que je viens de l'industrie et je suis pas du tout au fait des nouvelles technologies. Mais bon, Thomas et Nadège d'Exaploc, eux, sont vraiment des spécialistes de et ils sont vraiment dans l'écosystème crypto et on réfléchit beaucoup à connecter l'environnement de l'investissement crypto avec le secteur de la défense, où on pense qu'il y a des similarités dans les démarches, la démarche intellectuelle, la volonté alors, est-ce que c'est, je sais pas, l'émancipation, le côté liberté, mouvement actif, et ça, on pense qu'il y a vraiment des choses à faire résonner entre ces deux mondes. C'est clair, c'est clair. Et petit teasing pour le prochain supplément, qu'on prépare sur, justement sur ces questions-là de crypto, liées au monde de la défense, parce qu'il y a beaucoup de choses passionnantes, quand on creuse un petit peu. Bah, écoute, merci pour tout ça. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager aux gens qui nous écoutent? Quelque chose peut-être une leçon que tu as eue toi personnellement qui t'a pas mal aidé pour comprendre un petit peu, tout cet univers-là de la défense et de l'industrie défense et que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent? Que je voudrais dire à ceux qui connaissent moins le secteur de l'industrie de défense, c'est qu'en fait, il est
très peu, il est méconnu, mais il y a très peu de particularités. Donc je pense qu'il faut casser ce fantasme d'une industrie, secrète, cachée, et vraiment, parler aux gens, rencontrer les chefs d'entreprise, rencontrer les opérationnels. Alors c'est pareil, hein, le métier de militaire, c'est un métier absolument hors norme. Les gens qui font ce métier-là, c'est vraiment, enfin, donc rencontrer les opérationnels. En fait, moi, je pense que tout part de l'opérationnel, heu et puis, je pense qu'il est temps que nous, les civils, on fasse, tout ce qu'on peut pour soutenir, ces opérationnels qui, dans les temps, alors eux font des planifications, donc nous, on en parle à Bercy en disant le conflit d'authenticité peut arriver. Eux, le planifient, donc ça devient quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus concret. Quand on fait des annonces de déploiement de troupes, il y a des gens dans leur famille, c'est extrêmement réel et donc je pense qu'il est grand temps pour nous tous de, leur donner le soutien qu'ils, plus que méritent. Mmh. Très bien. Bah, écoute, merci pour ce partage. On renvoie donc les gens sur SoufTech et les liens seront en description et puis à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous souhaitez soutenir notre travail, abonnez-vous au magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. Et si vous souhaitez commencer à investir dans la défense, nous vous proposons un lien en description de cet épisode pour créer un compte sur la plateforme SoufTech Invest. À très vite pour un prochain épisode du podcast.